Voici le cours sur le centre de torsion. Nous allons travailler sur un exemple particulier qui est une poutre mince dont la section a la forme d'un C. La largeur des semelles est égale à petit b et la hauteur du C est égale à h que l'on va choisir égale à 2b pour simplifier. L'épaisseur E est constante. On va supposer cette section soumise à un effort tranchant TY pur. On aura donc du cisaillement dans la section, mais ce cisaillement ne sera dû qu'à TY. Il n'y a ni moment de torsion, ni effort tranchant TZ. Nous aurons besoin de connaître le moment quadratique IZ. Ce moment quadratique est calculé ici. Il est égal à 8/3 de EB3. Nous allons nous intéresser à la variation du flux de cisaillement le long du parcours A, B, C, D, E. Vous voyez que la flèche indique le sens dans lequel nous allons parcourir la section. Nous allons ensuite tracer la variation de ce flux le long de ce parcours. Je rappelle qu'un flux s'exprime en newton par millimètre. Pour ce faire, nous allons appliquer la formule de Brett, qui est rappelée ici. Si nous choisissons deux points, on peut écrire que le flux mesuré en Q est égal au flux mesuré en P moins TY sur IZ, somme de P jusqu'à Q de Y ds. ds étant, comme vous le voyez sur la figure, un élément surfacique. Nous allons donc appliquer cette formule entre les points A et B. Nous savons que le flux en A est égal à 0, puisque A se trouve à l'extrémité du profil. On aura donc flux en B égale flux en A qui vaut 0 moins TY sur IZ, somme de A jusqu'à B de Y ds. Pour calculer l'intégrale de A à B de Y ds, nous allons utiliser le raccourci suivant. En fait, nous savons que cette intégrale est égale au produit de la surface de tôle située entre A et B, la surface qui apparaît en rouge ici, égale à B que multiplie E, multiplié par la position du centre de gravité de cet élément de surface par rapport à l'axe Z, c'est-à-dire moins B. L'intégrale donc de A à B de Y ds est égale à BE que multiplie moins B. Ceci nous amène donc à un flux en B égal à 3/8 de TY sur B. On a vu en cours que dans un tronçon horizontal, eh bien, la variation du flux est linéaire. On peut donc indiquer sur le schéma la variation de A à B linéaire de 0 jusqu'à 3/8 de TY sur B. On va maintenant s'intéresser à la variation entre B et C. Le flux en C est égal au flux en B que l'on vient de calculer, moins TY sur IZ, somme de B à C de Y ds. À nouveau, pour calculer l'intégrale, nous allons multiplier la surface de tôle représentée en rouge, à savoir BE, par la position du centre de gravité de cet élément par rapport à l'axe Z, moins B sur 2. L'intégrale de BAC de Y ds est égale à BE que multiplie moins B sur 2. Ceci nous amène à un résultat du flux en C qui est égal à 9/16 de TY sur B. On sait que dans un tronçon vertical, eh bien, la variation du flux est parabolique. On a donc une variation parabolique de B jusqu'à C. Pour la suite du parcours, eh bien, il est facile de montrer que nous allons retrouver de manière parabolique une variation entre C et D qui va nous amener en D à la même valeur qu'en B, à savoir 3/8 de TY sur B. Puis nous allons passer de D à E par une variation linéaire qui va nous ramener à 0. On a donc, en fait, une variation du flux qui est symétrique, comme on le voit sur le schéma. Le maximum est atteint en C. Nous allons maintenant nous intéresser aux efforts résultant de cette distribution de contraintes de cisaillement, en commençant par la semelle AB. On se souvient que le flux est un effort exercé par unité de longueur. Si on intègre cet effort par unité de longueur le long du parcours AB, on obtient l'effort résultant qui s'exerce entre A et B. Cet effort correspond à l'air hachuré sous la courbe, puisque c'est l'intégrale de phi dl entre A et B. On appelle F1 l'air hachuré sous la courbe entre A et B. Pour calculer F1, il suffit de calculer l'aire d'un triangle. C'est tout simplement 3/8 de TY sur B, qui est la valeur du flux en B, multiplié par petit b, la longueur AB, et divisé par 2 puisqu'on calcule l'aire d'un triangle. F1 est donc égal à 3/16 de TY.
Nous allons maintenant nous intéresser à la résultante des actions de cisaillement dans lame entre B et D. Cet effort doit être égal évidemment à l'air sous la courbe, mais nous n'avons pas besoin de le calculer, tout simplement parce que on sait que les efforts de cisaillement que nous avons calculés précédemment sont dus à Ty, donc nécessairement cet effort F2 doit être égal à Ty. Enfin, terminons par la semelle supérieure. Avec la résultante des actions de cisaillement entre D et E, nous allons évidemment retrouver la même chose que pour F1, à savoir un effort égal à 3/16 de Ty. Rappelons que comme la courbe de variation de phi est située dans le domaine positif, cela signifie que tous les efforts sont en fait dirigés suivant le sens de parcours que l'on avait choisi arbitrairement. Nous avons donc dans la semelle inférieure un effort F1, le long de lame un effort F2, et dans la semelle supérieure un effort F3. Les efforts F1 et F3 s'annulant 2 à 2, puisque de même intensité et de sens opposé. On trouve bien que ces trois efforts sont équivalents à l'effort Ty de départ. Et les intensités sont, comme c'est indiqué ici, données par les aires sous les différents tronçons de courbe. On a donc trois efforts qui sont situés dans le plan de la section, et on sait que un système de trois forces coplanaires est équivalent à une force unique. On se propose donc de trouver maintenant quelle est la force unique équivalente à ces trois forces données. On sait que cette force a pour intensité Ty, mais on ne connaît pas a priori sa ligne d'action. C'est ce que nous allons chercher. Nous allons commencer par déterminer l'action équivalente à F1 plus F2. Nous commençons par définir la somme vectorielle F1 plus F2, ce qui nous donne l'orientation de la force. Nous savons que la résultante des forces F1 plus F2 a sa ligne d'action qui doit passer par le point d'intersection des supports de F1 et de F2, à savoir le point B. Donc nous pouvons tracer, connaissant l'orientation, la ligne d'action de cette force. Vous voyez que cette ligne d'action intersecte la semelle supérieure au point I. Si nous cherchons maintenant à déterminer la résultante des forces F1 plus F2 et F3, eh bien nous répétons la même opération. F1 plus F2 plus F3 donne une force verticale et la ligne d'action de cette force doit passer par le point d'intersection de F1 plus F2 avec F3, à savoir le point I. On vient donc de montrer que les trois forces données, F1, F2 et F3, sont équivalentes à une force unique, F1 plus F2 plus F3, dont l'intensité est égale à Ty, et dont la ligne d'action passe par I. Vous voyez que cette ligne d'action passe en fait à gauche de l'âme de notre section, à une distance qu'on peut calculer, et qui est égale à 3b sur 8. On vient de montrer que les actions de cisaillement dans le cas d'un effort tranchant pur sont équivalentes à une force unique d'intensité Ty dont la ligne d'action passe à une distance 3b sur 8 à gauche de l'âme de la section. Si nous devions faire la même opération pour un effort tranchant Tz, ce serait beaucoup plus simple. Pourquoi ? Parce que sous l'effet d'un effort tranchant Tz, vous voyez qu'on tombe sur un problème symétrique. Et dans ce cas, on peut affirmer que la résultante des efforts de cisaillement a nécessairement pour ligne d'action l'axe de symétrie. C'est-à-dire que sous l'effet d'un effort Tz, les actions de cisaillement sont équivalentes à un effort Tz dirigé suivant l'axe de symétrie. Si on récapitule, on a donc pour un effort Ty pur une ligne d'action qui passe à gauche de l'âme et pour un effort tranchant Tz, une ligne d'action qui passe par l'axe de symétrie horizontale. Le point C, qui est l'intersection des lignes d'action de Ty et de Tz, est appelé centre de cisaillement. C'est le point qui est situé à la fois sur le support de Ty pour un effort Ty pur et sur le support de Tz pour un effort Tz pur. C'est donc le point où le moment des efforts de cisaillement est égal à 0, puisque ce point est situé à la fois sur les deux lignes d'action. Si la résultante des actions de cisaillement calculées dans la section passe par C, alors, puisqu'on vient de le voir, on est sûr que la section travaille à l'effort tranchant pur. Si la résultante des actions de cisaillement calculées dans la section ne passe pas par C, alors c'est la preuve que la section travaille non seulement à l'effort tranchant, mais aussi en torsion. On peut donc en déduire que c'est en C que se calcule le moment de torsion, puisque quand il n'y a pas de torsion, le moment en C des actions de cisaillement est égal à 0. Ce point C, qu'on avait appelé centre de cisaillement, est donc aussi appelé centre de torsion. En fait, pour calculer le moment de torsion, il suffit de calculer le moment en C de l'effort T résultante de cisaillement dans la section, en multipliant T donc par le bras de levier petit a. Vous voyez que pour exprimer le moment de torsion, il faut bien connaître la position de C, puisque c'est bien en C que se calcule ce moment de torsion. Il faut donc réviser la définition qui vous a été donnée. Il a été dit que le moment de torsion était la projection sur X
du moment exprimé en G des forces qui s'appliquent en aval, il faut maintenant dire que le moment de torsion, c'est la projection sur X du moment exprimé en C des forces qui s'exercent en aval. Nous allons pour terminer examiner une petite expérience qui va nous permettre de mieux comprendre ces notions. On va en fait reprendre notre section en C. Nous allons donc considérer notre poutre en C encastrée à l'origine et nous allons souder à l'extrémité une plaque rectangulaire percée de trous comme vous le voyez ici sur la figure. Ces différents trous permettront de déplacer une charge représentée ici par un poids. Nous allons disposer deux comparateurs sur l'arête supérieure de la plaque aux deux extrémités de cette plaque. Quand on applique la charge, les deux comparateurs nous renseignent sur le déplacement vertical de la plaque. Vous voyez que la poutre travaillant en flexion plus torsion, ça signifie qu'elle va donc fléchir et que son extrémité va tourner. Donc les deux comparateurs vont a priori indiquer des valeurs différentes. Quand on positionne la charge à la verticale du point C, eh bien, on s'aperçoit que les deux comparateurs indiquent la même valeur. Eh bien, cela signifie que, dans ce cas, la poutre travaille en flexion, en effort tranchant, mais ne travaille plus en torsion, puisqu'il n'y a plus de rotation. Donc, vous voyez que pour un profilé ne travaille pas en torsion, eh bien, il suffit d'appliquer la charge de telle sorte que sa ligne d'action passe par C. Dans ce cas, le moment de torsion est égal à 0.